va démarrer à l'heure. S'il y a des personnes qui partent 5 minutes avant pour rejoindre une réunion à 14 heures, on a deux options. Soit j'ouvre la porte à l'arrière, mais avec des possibilités qu'il y ait des gens de l'autre côté qui passent et qui fassent du bruit, soit je laisse là et puis partez discrètement. Alors déjà, merci de votre présence. Bonjour Nadia, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Bruno Lefebvre qui traite d'un sujet très peu traité. Et la vie est bien faite parce que dans mes travaux pour chercher des conférenciers et des sujets, je venais d'acheter son livre sur l'authenticité au travail quand j'ai été contactée par Liaison Sociale pour faire une interview à 3 avec un médecin du travail et un psychologue du travail sur le burn-out. Au passage, je vous invite à lire la vidéo sur Léo dans notre espace DSC-QVT. Et en arrivant, on me présente Bruno Lefebvre. Alors je dis, mais vous êtes le Bruno Lefebvre du livre? Il me dit, bah, tout à fait. Alors je dis, alors là, ça tombe super bien. On va se parler 2 minutes. Et du coup, on a monté la conférence qui est vraiment dédiée à nous pendant 7 heures, hein, sur notre format. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, Bruno, vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisé en psychologie du travail, psychologie clinique, des années de travail à l'hôpital, en entreprise, professeur à HEC et coach, intervenant quand on en a besoin, si je puis dire. Et j'ai beaucoup aimé l'approche être authentique au travail, comment concilier efficacité et santé, et donc sérénité aussi au travail. Faut-il l'être tout le temps, pas tout le temps, à quel moment? Voilà, vous allez nous donner les clés de votre recherche. Merci. Merci Magali. Bah, merci à vous de m'accueillir sur un sujet effectivement qui est un peu particulier, parce que le sujet de l'authenticité, je pense qu'on a tous une conception de ce que c'est que l'authenticité, on a tous une représentation de ce que c'est. Et à la fois, voilà, on va essayer de traverser cette conception qu'on peut tous avoir pour voir ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet? Effectivement, comme l'évoquait Magali, moi, mon histoire, c'est plutôt une histoire qui est liée au monde hospitalier, qui est liée au monde voilà, de la santé au travail, mais par son versant un petit peu sombre. Je m'intéresse plutôt aux individus quand ils ne sont pas en bonne santé psychologique, ou je m'intéresse plutôt aux organisations quand elles produisent des conditions de travail qui vont dégrader la santé psychologique. Voilà, c'est plutôt ça mon prisme. J'accompagne les individus, j'accompagne les organisations par rapport à ces sujets. Et effectivement, j'essaye de former les futurs dirigeants pour que les entreprises de demain ne ressemblent pas aux entreprises d'hier. Donc mon histoire, elle est plutôt celle-là. Et en fait, une de mes questions, ça a été de me dire, mais dans un monde du travail qui se tend de plus en plus, dans un monde du travail qui me semble de plus en plus sous pression, dans lequel il est de plus en plus, me semble-t-il, difficile d'aller bien, comment font ceux qui sont en bonne santé psychologique? Voilà. C'était ça ma question de départ. C'était dans un travail précédent d'écriture, j'avais écrit sur les risques psychosociaux, sur voilà, comment travailler sur le symptôme, comment enlever ce qui va mal, si je puis dire. Et là, dans ce travail-là, j'ai plus été sur, au fond, les gens qui vont bien dans le monde du travail, quand il semble qu'il n'y ait pas grand-chose pour aller bien. Bah, comment font-ils? Quel est le point commun qu'ils pourraient avoir? Voilà, c'était ça le point de départ de cette réflexion. Avec, en fait, une conclusion. Je vais commencer par la conclusion, comme ça vous pourrez partir en 5 minutes si vous en avez marre. Vous aurez l'essentiel. Alors, la conclusion, c'était au fond quelque chose d'assez simple. Alors, d'assez simple à dire, c'est toujours plus difficile à faire, c'était d'assez simple. En fait, les gens en bonne santé psychologique, dans le monde du travail, je suis bien dans cet espace-là. Alors, on faisait la remarque qu'on pourrait parler de l'authenticité en général, en dehors du monde du travail, mais voilà, je me suis plutôt focalisé sur le monde du travail, parce que c'est plutôt ça mon objet, sont des personnes qui arrivent à aligner 3 points. Aligner 2 points, c'est facile, aligner 3 points, c'est plus compliqué. Qui arrivent à aligner 3 points. Premier point, je détaillerai tout à l'heure. Premier point, grosso modo, ce que je suis. Alors, ce que je suis, le problème, c'est qu'il faut le définir. Alors, il y a une injonction qui dit connais-toi toi-même, mais voilà, il faut pouvoir définir ce qu'on est au travail. Quel est notre moi professionnel? Quel est ce que je suis au travail? Premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, est-ce que ce que je fais au quotidien ressemble à ce que je suis? Je suis un artiste, je suis, je sais pas moi, un introverti, je suis... Bon, et puis en fait, mon travail, ce que je fais au quotidien ne correspond pas du tout à ce que je fais. On voit déjà un premier élément qui va pouvoir dysfonctionner. Et puis, troisième élément,
Est-ce que les attentes de mon environnement, est-ce que le lieu dans lequel j'exerce correspond à ce que je suis ou pas? Si je suis artiste, encore une fois, je reprends cet exemple-là, et puis que je suis dans un environnement hyper commercial, hyper mercantile, peut-être que mon tempérament artistique ne trouvera pas matière à s'exprimer. Donc, les gens qui vont être en bonne santé psychologique, en tout cas dans la recherche que j'ai menée, c'est les gens qui vont réussir à aligner à peu près. Alors, je dis bien à peu près parce qu'en fait, c'est jamais parfait. Et vous voyez qu'ils vont réussir à aligner à peu près ce qu'ils sont, ce qu'ils supposent de le connaître, ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils supposent parfois de le défendre, parce que on va remplir votre agenda, on va remplir votre temps de plein de choses dont vous ne voudriez pas forcément. Et puis, l'environnement. Voilà, l'environnement. Si vous êtes créatif, par exemple, il faut que vous soyez dans un environnement dans lequel vous avez le droit à l'erreur. Sinon, si vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous ne pouvez pas être créatif. Si vous êtes perfectionniste, vous soyez dans un environnement dans lequel vous avez le temps de bien faire les choses. Sinon, vous aurez toujours l'impression de mal faire. D'accord? Alors, vous m'interrompez quand vous voulez. Il y aura un temps pour les questions, bien sûr, à l'issue de cette présentation. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous heurtent, qui vous choquent, qui vous interrogent, faites des grands gestes, interrompez-moi, n'hésitez pas. Alors, je suis arrivé à un concept. Je sais juste, il faut avoir vos slides. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, n'attrapez pas la crampe de l'écrivain en recopiant. Je vous les ferai. Vous m'envoyez un mail, magali.munoz@port.fr et je répondrai avec le support. Merci. Voilà, vous avez gagné le mail de Magali. À la prochaine question, vous aurez son 06. Alors ça m'a amené au concept d'authenticité réfléchie. Pourquoi? Parce que les gens avec qui j'ai discuté, au fond là, tel que je présente les choses, ça paraît assez simple. Mais les gens avec qui j'ai discuté insistaient beaucoup, et ça correspondait aussi à mon expérience personnelle, insistaient beaucoup sur le fait que savoir qui vous êtes, défendre votre quotidien et vous battre au quotidien pour que ça puisse s'exprimer, et puis trouver l'environnement, parfois changer l'environnement, parfois changer d'environnement pour que tout ça soit aligné, n'était pas quelque chose qui se comment dirais-je, ni qui se décrétait, ni qu'on obtenait très facilement. C'était quelque chose qui devait se penser, qui devait se défendre, qui devait se travailler au fil du temps. Donc c'est comme ça que j'ai construit cette notion de me dire au fond l'authenticité c'est quelque chose qui doit être réfléchi. C'est pas réfléchi au sens ça doit être que dans la pensée, c'est réfléchi au sens il faut prendre du temps, prendre du temps pour savoir ce qui me va, prendre du temps pour savoir ce qui ne me va pas, prendre du temps pour savoir les gens qui sont toxiques avec moi, les gens qui au contraire me font du bien, les environnements dans lesquels je m'épanouis, puis ceux dans lesquels de manière insidieuse, sans m'en rendre compte, je ne m'épanouis pas. C'est rare que ça vienne de manière évidente. Alors parfois ça vient de manière évidente. J'ai une fille comme ça qui veut faire médecine depuis qu'elle est toute petite. Bon, on va voir si elle y arrive, mais ça a l'air pas trop mal parti. Bon, elle a une vocation, mais c'est assez rare quand même les gens qui ont une vocation. En général, ça vient de manière un petit peu tardive, quoi. Ça vient par les rencontres, ça vient par les échecs, ça vient par... Voilà, une espèce de truc qui va se faire, qui va se construire par essai. Alors c'est comme ça que j'ai appelé ça l'authenticité réfléchie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, cette notion d'authenticité, facteur de stress, c'est la technique. Je ne sais pas si vous avez ce facteur de stress. Alors, cette notion, elle avait un peu des faux amis. Premier faux amis, la spontanéité. Souvent, quand j'ai discuté avec les gens de l'authenticité, ils me disaient « Ouais, mais je comprends pas, vous compliquez tout. Moi, je dis les choses comme je les ressens et je suis très authentique parce que je suis très spontané. » Ça, c'est un peu un faux ami parce que quand on est spontané, ça veut dire qu'on agit piloté par nos émotions. Par exemple, parce que certains d'entre vous aiment bien faire plaisir aux autres. Ah, vous êtes un groupe pas sympa. Hein. Bon. Quand même. Alors, voilà, vous n'avez pas répondu spontanément, vous avez pris le temps de me dire pourquoi il nous dit ça. Alors, voilà, quand vous aimez bien faire plaisir aux autres, quand quelqu'un vous demande quelque chose pour lui faire plaisir, votre premier réflexe c'est de le faire. Alors on pourrait dire qu'à ce moment-là vous êtes authentique puisque vous agissez spontanément. Sauf que vous voyez bien, ça se discute. On pourrait dire oui, vous agissez spontanément parce que vous agissez selon votre réflexe. Mais qui vous a greffé ce réflexe? D'où vient ce réflexe? Peut-être qu'il vient de votre culture, de votre histoire, de votre éducation. Peut-être que quand vous étiez petit ou petite, on vous a dit qu'il faut faire plaisir aux gens, il faut faire plaisir à la dame, il faut faire plaisir aux autres. Donc vous allez imprimer un peu comme un réflexe ce principe-là. Peut-être que vous avez aussi plaisir à faire plaisir aux autres. Donc ça va se mettre en place, le stimulus et la réponse de manière un peu évidente. Donc ça vous rend manipulable.
Manipuler quelqu'un, c'est quand on lui greffe une émotion sans qu'il s'en rende compte, quelle que soit la nature de cette émotion. Vous aimez faire plaisir et on vous dit « Ah, bah, ça me ferait plaisir que tu fasses mon travail à ma place, que tu pourrais m'aider, etc. » Votre réflexe, c'est de faire plaisir. Ça marche avec toutes les émotions. Certains d'entre vous, vous avez le goût du défi, le goût du challenge, le goût de... On va vous dire « Ah, j'ai un truc, alors il n'y a que toi qui peux le faire, c'est hyper compliqué. Bon, à mon avis, tu ne vas pas réussir à le faire parce que c'est vraiment très compliqué. » Vous allez monter sur la table pour faire le truc. Vous voyez ? C'est-à-dire que la manipulation, c'est quand à un moment donné, on fait appel à une réaction spontanée chez vous qui est dictée par les émotions que vous ressentez, qu'en général l'environnement a très bien perçu. Vous êtes perfectionniste, vous n'aimez pas faire d'erreurs, vous aimez que tout soit parfait, etc. Comme par hasard, vous vous retrouvez dans un métier où il ne faut pas faire d'erreurs et on vous attend sur le fait qu'il ne faille pas faire d'erreurs. Et donc vous allez être prisonnier ou prisonnière de cette injonction-là. D'accord ? C'est pour ça que je parle d'authenticité réfléchie. Pour dire qu'à un moment donné, il faut se désaliéner, si je puis dire. C'est-à-dire sortir de la réaction spontanée qu'on croirait authentique et qui n'est au fond que le produit de notre réaction à l'environnement. Réaction à l'environnement, puis parfois est tout à fait recherchée par l'environnement. On sait très bien que vous n'allez pas savoir dire non. Parce que vous aimez faire plaisir, vous ne voulez pas décevoir l'autre, blablabla. C'est très bien ça. Donc, alors, on vous dit, bon, il y a un truc vraiment, j'ai besoin de toi, parce que sans toi, je ne vais pas réussir à faire. D'où l'authenticité réfléchie. L'authenticité réfléchie, c'est prendre le temps de se dire, au fond, quelles sont mes aspirations. Est-ce que ça correspond à ce qu'on me demande de faire? Est-ce que je suis dans un environnement où ça peut s'exprimer? D'où l'idée d'authenticité réfléchie. Alors, ensuite, deuxième élément que n'est pas l'authenticité, la sincérité. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que être sincère, c'est pas toujours être authentique. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal un peu bizarre qui s'appelle l'adolescent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des adolescents, s'il y a que moi qui ai des adolescents à la maison. Bon, l'adolescent, en général, il est très sincère. Il n'est pas faux cul. Hein. Ça, on ne peut pas lui faire ce reproche. Ça, il est très sincère. Alors, une semaine, il va très sincèrement vous dire un truc qui va avoir une durée de vie relativement éphémère. Ça va être des sincérités successives. Et puis, la semaine d'après, il va vous dire un autre truc, et ainsi de suite. À chaque fois, il est très sincère. Il est très habité par ce qu'il vous raconte. Vous voyez bonjour, bienvenue. Et il est à chaque fois très, très sincèrement habité par ce qu'il vous raconte. Est-ce que c'est pour autant authentique? Alors on peut dire oui, c'est authentique avec une durée de péremption comme un yaourt, mais c'est quand même moyennement profond comme authenticité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous lui dites que c'est pas authentique, il va péter un boulon, il va dire que vous êtes nul et que vous n'avez rien compris, mais la réalité c'est que c'est pas très authentique quand même. C'est très sincère pourtant. Donc vous voyez, deux faux amis qu'il faut bien avoir en tête par rapport à cette question d'authenticité. C'est pour ça que je vous propose la notion d'authenticité réfléchie. La spontanéité, qui bien souvent n'est qu'une réaction à ce que l'environnement génère. Et puis la sincérité, où voilà, on croit vouloir très fort ceci, on croit vouloir très fort cela, mais au fond, est-ce que c'est pas parfois un peu éphémère? Est-ce que c'est pas parfois un peu raide, vous voyez, comme conviction? Vous voyez, parfois, ce que j'appelle l'agressivité du timide. Vous voyez, parfois des gens qui vont être très fermes comme ça dans leurs propos, mais parce qu'au fond, ils ont un peu peur de parler, ils ont un peu peur de s'exprimer, donc le jour où ils le font, ils le font avec l'énergie de la cocotte minute, mais au fond, c'est pas très robuste. Parfois, quand vous rentrez un peu dans la contradiction avec eux, quand ils ont pris leur courage à deux mains pour parler, vous leur dites « Ouais, mais tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris ce qu'il y a derrière », ils se déballonnent. Ils étaient très sincères, mais au fond, c'est pas très dense. Vous suivez? Donc, attention à ces faux amis de la spontanéité, de la sincérité, qui ne sont pas exactement cette notion d'authenticité. Alors, si on essaye d'avancer dans notre histoire d'authenticité, il y a 3 ingrédients principaux. Il y en a d'autres, mais voilà, pour essayer d'être synthétique et de ne pas prendre trop de temps, 3 ingrédients principaux. Premier ingrédient principal, il y a effectivement le fameux connais-toi toi-même, mais les psychologues qui parlent de la notion de moi aspirationnel. La notion de moi aspirationnel, c'est qui ai-je envie de devenir? Alors, le problème de ça, c'est qu'il y a un peu une pression sociale. Vous voyez, quand vous faites des études, tout le monde a envie que vous deveniez quelque chose. Quand vous arrivez à un niveau dans un poste, tout le monde a envie que vous deveniez quelque chose. Bon. Donc, il y a une espèce de pression sociale. Plus vous êtes intelligent, plus vous êtes prometteur, plus il va y avoir une pression sociale. Vous allez être une espèce d'investissement, vous voyez, sur lequel les gens vont miser. Bon. Alors, là, il faut être capable de ramer un petit peu à contre-courant et de se dire, mais au fond, moi, à quelles conditions je serais fier de moi? Alors, c'est pas à quelles conditions je serais reconnu par les autres, c'est à quelles conditions je me reconnaîtrais moi-même. Ça, personne n'a la réponse à la question. J'ai que la question, j'ai pas la réponse.
Et vous voyez, là, c'est très important de... moi, je travaille beaucoup avec des étudiants et ils sont très focalisés sur la notion de reconnaissance, vous voyez. Ils sont très appétents par rapport à ça. Et le problème, c'est que c'est un peu une addiction. Plus on leur donne de la reconnaissance, plus en ont besoin, enfin, on s'en sort pas. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se posent assez peu souvent de la question, enfin, c'est pas complètement naturel, la question de à quelles conditions moi-même je vais me reconnaître, et à la limite qu'on me reconnaisse ou pas, ce sera sympathique, mais c'est pas tellement le point central. Donc là, ce qui me semble très très important, c'est de se dire à quelles conditions vais-je moi-même me reconnaître, à quelles conditions vais-je moi-même être fier de moi. La fierté, c'est un petit marqueur que je vous propose d'avoir, parce que c'est facile, hein, vous le percevez ce marqueur-là, hein, quand vous êtes fier de vous. C'est un petit marqueur que je vous propose d'avoir, de vous dire au fond, si je veux travailler sur l'authenticité, il faut que je travaille sur la fierté, les conditions de la fierté. À quelles conditions je suis fier de moi. Le contraire de la fierté, c'est quoi? La honte. Exactement. Le contraire de la fierté, c'est la honte. Cherchez ça quand vous allez voir des gens autour de vous qui ont des besoins de reconnaissance très très forts. Souvent, c'est parce qu'eux-mêmes sont peut-être pas en honte, mais enfin, sont pas très fiers d'eux. Plus ils sont fiers d'eux, plus voilà, la reconnaissance qu'ils vont recevoir, ça va être intéressant, ça va être plaisant, mais ça va pas être nécessaire. Alors, une petite question pour vous faire rire, mais comme toutes les plaisanteries, elle est sérieuse, petite question pour vous faire rire, si vous voulez travailler cette notion voilà, de moi aspirationnel dont je parlais tout à l'heure. Vous auriez envie qu'on dise quoi à votre pot de retraite? Alors vous allez me dire, la retraite ça n'existe plus, personne ne sera jamais à la retraite. Bon, bah, il y a quand même un moment où vous allez être à la retraite. Hein. Alors je ne sais pas si on aura des sous, on verra, mais enfin il y a quand même un moment où il y aura un pot de retraite et il y a quelqu'un, peut-être voilà, de bien intentionné, qui dira des mots sur vous. Peut-être qu'il dira un truc qui ne sera pas faux cul, qui ne sera pas le copier-coller de la retraite précédente. Bon, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous auriez envie qu'ils disent? Vous auriez envie qu'on dise que vous êtes sympa, que vous avez bien travaillé, qu'on va vous regretter, que vous êtes irremplaçable. Bon, d'accord, ça c'est pour tout le monde. Mais plus spécifiquement, vous auriez envie qu'on dise quoi de vous? D'ailleurs, on pourrait faire un tour de table autour de la table qui n'est pas ici, et je suis sûr que vous diriez tous quelque chose de différent. Parce qu'au fond, vous allez projeter la fierté dont je parlais tout à l'heure. C'est un exercice que vous pouvez faire, voyez, le soir quand vous rentrez chez vous, de vous dire tiens, j'aimerais qu'il y ait le même exercice sur le jour de votre enterrement, mais je n'ai pas voulu vous casser le moral, parce que je parlais de la retraite, ça suffira. Mais voilà, faisons l'exercice juste pour la retraite, puisqu'on est sur le champ du travail. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi? Alors, deuxième élément, vous vous souvenez, premier élément, c'est se connaître soi-même. Je traite le sujet du côté de se connaître, du côté de ses aspirations. Deuxième élément, c'est grosso modo, est-ce que ça ressemble à mon quotidien? Est-ce que grosso modo, ce que je suis et ce que je fais est à peu près aligné? Alors bien souvent, on ne se pose pas la première question pour pas qu'elle rentre en collision avec la deuxième. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne me pose pas trop la question de ce dont j'ai envie, parce que je sais bien que les deux questions d'après, est-ce que ce que je fais et est-ce que mon environnement y ressemble, je vais plutôt y répondre par la négative. Donc c'est un peu le renard et les raisins, vous vous souvenez de cette fable, hein, je discrédite les options inaccessibles. Donc le meilleur moyen de les discréditer, c'est de les ignorer. Donc je ne me pose pas la question de ce que je fais. Mais bon, si vous faites l'effort, si vous vous posez la question de vos aspirations, peut-être que le risque, c'est que ça rentre en collision avec ce que vous avez à faire au quotidien. Peut-être que certains d'entre vous faites du management. Qui est-ce qui a une équipe à manager? Voilà. Donc vous faites un métier bizarre, parce que ceux d'entre vous qui ont une équipe à manager, vous êtes responsable de la performance des autres. C'est ça le principe du management. On va voir la qualité du manager à la qualité des équipes du manager. C'est ça le principe du manager. Le mauvais manager, c'est celui qui dit « Ah non, moi je peux rien faire, mes équipes sont nulles. » Bon. Alors, la deuxième question, vous voyez, c'est grosso modo, c'est un peu la question du courage, c'est un peu la question de se dire, bon, une fois que j'ai identifié ce à quoi je marche, une fois que j'ai identifié ce qui compte pour moi, une fois que j'ai eu le courage de ça, bah, le risque, c'est que l'étape d'après, ça soit un peu la déception, quoi. Si je me rends compte qu'en fait, j'étais fait pour être un artiste, et que j'ai une de mes étudiantes comme ça, à HEC, un jour, qui m'a dit un truc hyper poignant, elle me l'a dit en larmes, enfin, c'était hyper poignant. C'était une jeune femme de très bonne famille, vous voyez, on est dans les écoles de l'Ouest parisien, de très bonne famille, et puis qui a donc toujours été première de la classe. Et comme elle a toujours été première de la classe, on l'a mis en prépa, et comme elle a été première de la classe, ou à peu près en prépa, elle est arrivée à HEC, enfin une espèce de truc assez logique. Alors, arrivée à HEC, elle devient un investissement pour ses parents, vous imaginez, dont ils attendent un retour sur investissement. Papa, qui travaillait dans une grande entreprise,
Bon, attendez un retour sur investissement. Elle avait déjà fait un premier stage en banque d'affaires, donc je disais pour l'instant, ma petite Fifi va bien comme il faut, tout va bien. Et puis, je fais un travail de coaching individuel avec elle suite à un cours. Et elle s'effondre en larmes et elle me dit qu'elle a toujours eu envie de travailler dans l'édition. L'édition, c'est juste un secteur qui se casse la gueule, donc elle n'avait pas d'argent, avec des livres, enfin oui, des trucs qui servent à rien. Le père n'avait pas très envie que l'investissement qu'il avait mis dans sa gamine lui serve à autre chose qu'à pouvoir raconter dans les dîners mondains que sa fille travaillait chez HSBC. Vous voyez, c'était quand même pas bon. Donc la complexité là, c'était qu'à partir du moment où on s'était posé, on se pose la question de ce qu'on souhaite, à partir du moment où on a ce courage-là, le risque, c'est de se rendre compte que notre quotidien ne ressemble pas trop à ça. Alors là, deux manières de s'en sortir. Première manière de s'en sortir, c'est je change un peu mon quotidien. Vous avez le droit de prioriser en fonction de vos aspirations. Vous n'êtes pas uniquement obligé de prioriser de manière altruiste en fonction de ce que l'entreprise, de ce que les autres, de ce que le client, de ce que etc. attend. Parce que sinon, vous allez être un super robot qui va être reconnu par les autres, mais vous n'allez pas vous reconnaître vous-même. On retombe sur le point précédent. Donc à un moment donné, il faut introduire un peu d'égoïsme. Vous voyez, il faut introduire un peu d'égoïsme. Car si vous ne pensez pas à vous, qui va le faire? Si vous êtes juste un bon soldat, un peu à la manière de mon étudiant, première de la classe, du début à la fin de sa scolarité, si à un moment donné, elle ne se dit pas quand même, va falloir que je dise à mon père que son investissement ne va pas tout à fait rapporter ce qu'il voudrait, si elle ne le fait pas, ce qui la guette, c'est la dépression. La dépression, c'est quoi? C'est quand vous n'avez plus de désir. C'est la dépression. Alors la meilleure manière de ne plus avoir de désir, c'est quand au fond vous ne vous posez pas la question de votre désir, vous posez que la question de votre devoir, et vous faites en fonction que de votre devoir. Je ne dis pas qu'il faut faire que ce qu'on veut, hein, c'est pas mon propos, mais vous voyez, c'est un dosage, c'est un dosage. Si à un moment donné vous n'êtes qu'un être de devoir et pas un être de désir, vous apprenez à ne plus désirer. Ne plus désirer, ça veut dire être robotisé, et au final, ça veut dire être déprimé. Alors, la complexité, c'est qu'on est dans le monde du travail. C'est qu'en général, vous effectuez, votre entreprise, Manpower, vous ne payez pas pour être vous-même. À la limite, bon là, vous avez une conférence, vous avez sur Authenticité, donc c'est sympathique, mais votre contrat de travail n'indique pas qu'il faut que vous soyez vous-même. Votre contrat de travail indique qu'il faut que vous accomplissiez un rôle professionnel. C'est un peu comme au théâtre, quoi. Vous avez un texte. Alors il va falloir le dire avec votre style, il va falloir y mettre votre personnalité, sinon c'est une récitation et vous en êtes absent. Il va falloir mettre quelque chose de vous. Mais enfin, le texte, il est quand même normalement un petit peu écrit. Alors plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous pouvez écrire un peu le texte. Moins vous êtes haut dans la hiérarchie, plus le texte, normalement, il doit être un peu écrit. Alors c'est là que ça devient compliqué. C'est que c'est une question, encore une fois, j'aurais beaucoup de questions plus que de réponses à vous fournir, mais là c'est une question, c'est comment je peux effectuer mon travail sans perdre ce que je suis. Parce que le texte est un peu écrit. Alors j'aime bien avoir la métaphore du théâtre, de se dire, bon, vous trouvez que le texte est pourri, que le rôle de Cyrano n'est pas le bon, que Cyrano il aurait dû dire à Roxane que nanana et que Christian était bête et que c'est pas juste que ce soit lui qui est Roxane, etc. Et bon, ça c'est votre vision à vous, mais le texte il ne dit pas ça. Donc à un moment donné, comment vous faites? Alors, soit vous changez de théâtre et vous faites autre chose, bon, soit à un moment donné, comment vous faites pour mettre votre style, votre âme dans un texte qui est déjà écrit? C'est ça l'authenticité au travail. Alors on voit bien qu'il y aurait deux tentations. Il y aurait une tentation, la tentation du mercenaire, où vous dites, bon moi je balaye le texte, je suis plus fort que les autres, je sais comment je dois faire, et vous écrivez, et l'entreprise devient un troupeau de chats, vous voyez, où chacun fait un peu à sa façon comme il a envie. Bon, ça n'a pas marché très longtemps. L'autre risque, c'est la robotisation dont je parlais. Il y a un texte, vous récitez le texte, c'est un peu comme les enfants, vous avez vu les enfants qui récitent le texte, ils ne comprennent pas du tout, ils récitent une suite de mots, ça n'a aucun sens pour eux, ils en sont absents. Ils sont robotisés. Vous leur faites faire ça tous les jours. Un jour, vous fabriquez un déprimé. Peut-être un déprimé intelligent qui fait HEC, mais un déprimé. Alors, troisième axe. Parfois, il faut négocier avec l'environnement. Une fois que vous connaissez vos aspirations, alors c'est jamais monolithique, hein, c'est jamais un artiste, un perfectionniste, un introverti, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est toujours un panaché, vous voyez, de plein de choses différentes. C'est jamais simple, hein, c'est toujours un panaché. Une fois que vous vous dites, bon, mon environnement, mon quotidien, il est quand même assez loin de ces aspirations-là, alors je peux mettre mon style, je peux mettre mon sel, je peux mettre ma manière de faire, mais enfin bon, c'est quand même pas du tout ce que je veux, quoi. J'ai pas envie de bosser chez HSBC, j'ai envie de bosser chez une maison d'édition, pour prendre mon point de tout à l'heure. Il va falloir négocier avec votre environnement. Alors là, c'est assez simple, il n'y a que 3 possibilités. C'est comme dans le sport. Soit vous pouvez changer les règles du jeu.
Première possibilité. Bon. Alors, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, normalement, plus vous devez, à la limite, votre valeur ajoutée, c'est de changer les règles du jeu et de changer un peu les codes. Bon. Alors, vous ne pouvez pas trop. Donc, changez les règles du jeu. Deuxième point, c'est est-ce que vous pouvez accepter les règles du jeu telles qu'elles sont? Vous pouvez mettre dans notre ordre, hein, si vous voulez. Mais c'est les 3 questions. Est-ce que vous pouvez accepter les choses telles qu'elles sont? Parfois, moi, je suis frappé hein, quand je discute avec des gens en coaching individuel, quand je discute avec mes patients. Là, j'avais le cas hier, une supervision d'équipe avec un monsieur, c'est pas chez vous, un monsieur qui est médecin du travail, un jeune médecin du travail idéaliste. Bon, il me racontait les problèmes qu'il avait. Franchement, je trouvais que c'était pas super grave. Peut-être que sa réalité n'était pas la mienne, mais je me disais, bon, il a quand même le cuir un peu fin, quoi. Hein. J'avais pas l'impression qu'il me racontait des trucs super graves. Bon. Donc parfois la question c'est est-ce que je suis capable, enfin voilà, comment je peux m'épaissir un petit peu, vous voyez, comment je peux m'épaissir un petit peu pour être un peu plus dur au mal et un peu moins, comment dirais-je, sensible. Et puis parfois, troisième question, il y a que 3 possibilités. Troisième possibilité, il faut avoir le courage de partir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, de discuter avec des gens qui vous racontent à quel point tout va mal, à quel point c'est dramatique. Bon, vous les écoutez en vous grattant un peu la tête, en disant moi je n'ai pas compris ce qui est super dramatique, mais bon, c'est pas grave. Ils vous racontent à quel point tout c'est dramatique. Et si vous leur tendez, mais juste le début du quart de l'idée de mais au fait pourquoi tu restes là, ah tu veux me mettre dehors, etc., c'est absolument insupportable. Comme s'ils ne pouvaient qu'être victimes. C'est quoi le contraire de la victime? Exactement. Le contraire de la victime, c'est acteur. Hein, c'est pas le bourreau, au contraire, c'est pas le. C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'à force d'être victime, j'en ai marre, je deviens bourreau, comme ça c'est les autres qui sont victimes, ça équilibre un peu. Alors le contraire de la victime, c'est l'acteur, c'est-à-dire c'est je ne subis pas ce qui m'arrive et je suis capable de prendre des décisions. C'est ça le contraire de la victime. Donc, le contraire de la victime de l'environnement, c'est de temps en temps, si je ne peux pas changer l'environnement, si j'ai pas envie de l'accepter comme il est, à un moment donné, qu'est-ce que je fais là, quoi? Alors bien sûr, c'est jamais aussi simple. Partir, ça suppose d'affronter des risques, je sais ce que j'ai, je sais pas, bon, etc. Mais à un moment donné, c'est moi qui suis propriétaire de cette décision. C'est notre liberté. Voilà, c'est ça, c'est une liberté, et je ne peux pas prétendre que je n'ai pas cette liberté. Vous voyez ? Alors c'est jamais aussi simple, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la réalité, c'est jamais aussi simple. Mais il y a un moment donné, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. J'ai une petite question, Bruno. J'aime beaucoup votre marqueur de la fierté, parce que finalement, on n'est pas trop habitué à ça, dans nos cultures en tous les cas. Et ma question, c'est la fierté par rapport à soi-même, j'entends. Hein. La question, c'est quelle est la place ou le risque si on met un ego trop en avant par rapport à la fierté? Il n'y a pas des mélanges là-dedans possibles là? Négativement parlant, j'entends. Oui, c'est intéressant, c'est une très bonne question. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, cette notion de fierté, là je la présente, c'est vrai qu'on a peu de temps, je compacte un peu, je la présente sous un angle plutôt positif comme un marqueur, vous voyez, un truc à repérer. Hein, un truc à repérer. Tiens, à quel moment je suis fier de moi? Et à quel moment, bon, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, les autres sont fiers de moi, peut-être, et moi je ne suis pas vraiment fier de moi. C'est ça que je propose comme réflexion. Ce que propose Magali, qui est tout à fait intéressant, qui s'ajoute à ce que je viens de dire, c'est au fond une maladie, malheureusement, je trouve assez répandue, hein, qui est un peu, moi, ce que j'appelle l'altimètre décalé. Vous savez, c'est ceux qui se voient très très haut, vous avez l'impression qu'ils roulent sous le tabouret, eux ils se voient au-dessus des étoiles. Bon, alors c'est peut-être vous qui avez les yeux déréglés, mais quand vous êtes plusieurs à penser la même chose, à un moment donné, vous dites c'est quand même eux qui ont l'altimètre un peu décalé. Alors, et parfois, voilà, vous avez des gens qui sont facilement fiers d'eux, pour le dire autrement, et ils ont la fierté facile. C'est vrai que moi je prenais le sujet un peu en sens inverse, en disant voilà, cherchez ce qui vous rend fier, mais on peut prendre le sujet en disant vous avez des gens. Ils ont la fierté un peu facile. Alors, vous allez le voir en fait que là, la complexité, pour vous qui faites du management d'ailleurs, la complexité, ça va être de régler un peu mieux l'altimètre sans que l'avion s'écrase. Ça s'appelle faire un feedback. Ça s'appelle faire un feedback en bon français, ou faire une critique constructive. C'est-à-dire la capacité que j'ai. Moi, je l'ai vécu, ça, en management. J'ai une équipe, en plus, j'ai une équipe de psy, là, elles sont chiants. Alors, moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire que j'ai ma principale collaboratrice, que j'aime beaucoup, que j'ai choisie, auquel je suis hyper attaché. Bon, oui, c'est la génération Y, j'ai rien contre la génération Y, mais enfin voilà, ses parents gavés à Dolto le disent ah t'es génial ma fille, t'es extraordinaire, bon t'as rien fait mais déjà c'est génial parce que t'existes et donc t'es ma raison de vivre. Alors ils ont tellement entendu des trucs comme ça que oui, ils ont l'impression. Moi j'ai un peu entendu le contraire, parfois j'ai un peu, voilà, faut que je me règle un peu. Alors là je trouve que la complexité c'est qu'à un moment donné, il faut être fier à bon escient.
faut être fier à bon escient. C'est-à-dire que là, il faut avoir un peu de doigté. Je veux pas la solution, hein, j'ai plus le problème. Il faut avoir un peu de doigté sur la capacité à dire bon, tu as l'air super contente de toi. Il a dit quoi le client? Ah, je sais pas, non mais ouais, mais dis-moi ce que le client a dit, parce que c'est un peu notre raison d'être. Dis-moi ce que le client a dit. Vous voyez, de revenir à du factuel. Les gens qui sont trop fiers d'eux, ils sont dans un fantasme, ils sont dans une espèce de toute-puissance. Et de temps en temps, il faut un peu casser cette toute-puissance, ce fantasme. Il faut y aller doucement, parce que sinon ils s'en vont. Plus ils sont intelligents, plus ils partent. Plus ils sont mobiles, plus ils sont impulsifs, plus ils ont une haute idée d'eux-mêmes, plus ils partent. Donc si vous avez envie de les retenir, si vous n'avez pas envie de les perdre, si ils vous tiennent à cœur, si je puis dire, il va falloir que vous arriviez à les driver un peu, si je puis dire. Et pour moi, la manière de les driver, c'est de revenir à des choses très factuelles. Très factuelles, en étant plutôt dans le questionnement. Pas en disant, écoute, toi tu trouves ça génial, mais le client m'a appelé, il a dit que c'était nul. Donc calme-toi. Voilà, et si on fait ça, ça ne marche pas très bien. Donc il faut être un peu subtil, un peu finot, peut-être un peu manipulateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quelque chose comme ça pour que la personne se rende compte que le truc un peu extraordinaire, c'est quand même pas tout à fait la réalité. Ce qu'il y a souvent derrière cet altimètre décalé, et je fais de la psychologie, j'en suis désolé, ce qu'il y a souvent derrière l'altimètre décalé, c'est que si je ne suis pas au top, les autres ne vont pas m'aimer. Souvent, le truc qu'il y a derrière, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut être capable de déconstruire. Il faut être capable de déconstruire. Moi, ce que j'ai fait, et encore une fois, ça a été ma manière de faire, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais moi, ce que j'ai fait, c'est dire, écoute, 1, t'as pas été top, 2, c'est pas grave. 3, je ne vais pas te virer pour ça, et tout va bien entre nous, et il n'y a pas de problème. Vous voyez, d'être capable de dire, t'as pas besoin d'être génial, t'as pas besoin d'être top, pour être accepté dans le système. Parce que souvent, ce sont des gens qui projettent une espèce de perfectionnisme sur les autres. Mais leur perfectionnisme, c'est leur problème, c'est pas celui des autres. Souvent, ils confondent un peu. Il faut les amener à séparer les deux. Alors, ça va, ces 3 ingrédients, c'est clair? Alors, il paraît qu'il y a des managers dans la salle. Normalement, dans l'entreprise, c'est à peu près 10% des gens. Voilà. Est-ce qu'on peut être manager et authentique à la fois? Vous dites oui. Alors, ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec votre chef et que votre collaborateur vous dit non, mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit le chef? Vous dites non, le chef dit n'importe quoi. Oui. Ça, c'est une réponse spontanée. C'est une réponse spontanée. Elle confirme. Alors voilà. Mais alors comment on va faire? Parce que là, ça veut dire qu'on va avoir des baronnies dans toute la boîte. Chacun va être patron de sa baronnie et il va dire des autres barons qui sont pas bons et qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils racontent. On ne va pas s'en sortir. Donc à mon avis, vous ne faites pas ça. C'est votre réponse spontanée, mais ce n'est pas la réponse authentique et réfléchie. Alors, évidemment, la complexité, je pense que voilà, la plupart des managers sont des managers dits intermédiaires. C'est pas très joli comme terme, mais la plupart des managers, ils sont des managers intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ont un manager, ils sont à la fois managers et collaborateurs. La plupart des managers, ils sont comme ça. Donc c'est leur terme, ils disent souvent ça, ils sont entre le marteau et l'enclume. Hein, entre les managers du dessus et les managers du dessus. Alors ils sont même une position compliquée, parce que leur job, par essence, c'est quand même un peu de relayer ce que disent les gens au-dessus, de remonter ce que disent les gens en dessous, et de comprendre très bien la réalité de ce que vivent les gens en dessous, tout en étant normalement censé un peu comprendre les préoccupations des gens qui est au-dessus. Un bon résumé. Normalement, c'est un peu ça la complexité. Donc évidemment, par définition, c'est un truc où ça va être un peu compliqué d'être authentique. Alors, en plus, on va ajouter là-dessus qu'on a des attentes des collaborateurs qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, moi, une attente que je trouve assez frappante chez les collaborateurs maintenant, c'est qu'ils attendent que le travail soit épanouissant. Vous n'avez pas remarqué? Moi, ma collaboratrice principale, là, ma jeune, elle me dit tout le temps ça, elle me dit « Ah, telle mission, ça m'a fait plaisir de la faire » ou « Telle mission, ah non, ça ne me plaît pas de la faire ». Moi, ça me semble absurde. Pour moi, si ça a du sens, ça me fait plaisir. J'ai juste besoin que ça ait du sens, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et elle a besoin que ça lui fasse plaisir parce que le gars est sympa, parce que c'est près de chez elle, parce que le truc, parce que machin. Et que... Enfin, moi, ça me paraît un peu absurde, quoi. Alors, c'est parce qu'elle a une attente par rapport au travail, c'est que le travail, ça doit être un truc qui vous épanouit. Vous voyez, c'est comme la salle de sport ou les amis ou un film, quoi. C'est un truc qui doit contribuer à votre épanouissement. Alors, c'est une attente un peu particulière, mais en fait, je pense que c'est plutôt eux qui ont raison.
C'est plutôt nous qui avons tort en se satisfaisant de trucs plus nobles. En fait, je pense que c'est plutôt eux qui ont raison. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même une réalité du monde du travail aujourd'hui. Vous avez des collaborateurs qui, de plus en plus, je le vois avec mes étudiants, c'est une tendance lourde, hein, c'est pas une mode. C'est une tendance lourde. C'est pas qu'une génération qui va disparaître et on va être tranquille. C'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde où, grosso modo, le rapport au travail maintenant, il est assez lié à des notions qu'on va voir avec l'épanouissement. Alors, est-ce que je m'épanouis avec le corps social dont je fais partie? Est-ce que je m'épanouis avec la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que cette raison d'être me parle? Ou est-ce que j'ai des problèmes éthiques parce que ça ne me convient pas? Bon. Est-ce qu'on me donne suffisamment de reconnaissance avec le caractère addictif dont j'ai parlé tout à l'heure? Faites l'exercice, vous donnez de la reconnaissance à votre collaborateur, il revient, il vous en redemande. Et ainsi de suite. Vous pensez que ça va marcher une fois pour toutes. Et en fait, c'est le contraire. Plus vous le faites, au moins quand vous en donnez pas, les gens se disent non mais il fait jamais de compliments, donc il n'y a pas de problème. Ils n'attendent pas, ils ne sont pas déçus. Le jour où vous en donnez, ils en attendent de plus en plus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, hein. C'est vraiment gros. Mais voilà, il faut dealer avec ça. Et puis ils attendent d'apprendre, ça c'est assez logique, hein. C'est difficile de proposer, on n'est plus dans une période de plein emploi, vous rentrez chez Manpower à 16 ans, vous en ressortez à 60, tout va bien. Oui, c'est quand même, voilà, les choses sont un petit peu plus chaotiques. Donc évidemment, c'est plutôt ce que j'apprends, comment je développe mon employabilité, le sujet, versus comment je suis sûr d'avoir un plan de carrière pour les 20 ans à venir. Alors, il va y avoir un vrai défi dans le management authentique, et c'est ce que vous avez dit un peu avec l'humour tout à l'heure, il va y avoir un vrai défi, c'est qu'il n'y a pas de management authentique si vous avez que des courroies de transmission. Le manager qui répète la même chose que le gars du dessus, qui répète la même chose, il ne sert à rien. Il peut être remplacé par un truc qui s'appelle un ordinateur, qui ne coûtera pas cher. Donc il va bien falloir qu'il ait une pensée personnelle. Il va bien falloir qu'il ait une capacité de traduction, il va bien falloir qu'il apporte quelque chose. S'il est, vous voyez, le relais des gens du dessus, ou s'il est celui qui est noyé dans la même eau que les gens du dessous, il n'exerce pas, ou il ne peut pas exercer son rôle de manager. Il doit apporter quelque chose de spécifique. Il doit construire une pensée, il doit construire une réflexion, il doit construire une analyse qui n'est pas exactement celle des gens du dessus et qui n'est pas exactement celle des gens du dessous. Sinon, il n'apporte pas de valeur ajoutée. Il est le capitaine d'équipe, mais il n'est pas l'arbitre ou il n'est pas l'entraîneur. Il doit apporter quelque chose d'une nature qui est différente. Et à la fois, il doit rester loyal. Sinon, on est dans le troupeau de chats ou les baronnies dont je parlais tout à l'heure. Il doit rester loyal. Exemple, on le voit bien dans les comités de direction. Un bon comité de direction, c'est quand on s'engueule pendant le comité de direction et qu'on dit tous la même chose à la sortie du comité de direction. Et que même si les gens viennent vous voir en vous disant hey, machin, il a dit quoi? Et toi, alors en fait, t'en penses quoi derrière les trucs débiles, machin? Mais en fait, toi, tu penses quoi? Vous devez normalement, dans un bon comité de direction, sortir en disant la position du comité de direction et donc la mienne, c'est nanana. Et rester en béton là-dessus. Sinon, vous n'êtes pas loyal. Vous dire, bon, les gens du comité de direction disent ça, mais en fait, ils sont cons, ils vont se rendre compte, moi j'ai dit autre chose. Oui, c'est déloyal. Donc, comment je fais pour être capable à la fois d'être loyal et à la fois d'avoir une pensée personnelle? C'est un paradoxe, il n'y a pas de solution, hein, c'est un paradoxe. C'est un truc qui doit se penser, qui doit s'inventer en permanence, qui doit se réfléchir. Authenticité réfléchie. Alors, si vous voulez favoriser l'authenticité chez vos collaborateurs, c'est très facile. Il n'y a que 2 trucs à faire. Premier truc à faire, ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'altimètre décalé. À quoi ça sert l'altimètre décalé? Ça sert à je fais jamais d'erreur, parce que si un jour je faisais une erreur, si on me prenait la main dans le sac de l'erreur, alors tout s'écroulerait. C'est ça qu'il y a derrière. Tout s'écroulerait à mes propres yeux, ou tout s'écroulerait aux yeux de ceux qui m'évaluent, ou je mélange tout parce que c'est pareil. Mais ça revient au même. Vous voyez? Donc le premier truc, c'est on a le droit de faire des erreurs, du moment qu'on apprend des trucs, du moment que ça sert à quelque chose, du moment qu'on ne planque pas l'erreur, du moment qu'on ne recherche pas la faute. Vous voyez, on a le droit de faire des erreurs. Celui qui ne fait pas d'erreur, il y en a un seul qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Ou c'est celui qui fait tout le temps la même chose. Ou celui qui est un génie, et encore. Il n'y en a pas beaucoup, et ils font des erreurs eux aussi. Donc qui est-ce qui ne fait jamais d'erreur? Donc ça, c'est très important. C'est que dans l'équipe où on veut que les gens expriment quelque chose de personnel, où on veut qu'ils prennent des risques, où on veut qu'il y ait une espèce d'authenticité qui puisse s'exprimer, c'est-à-dire une singularité qui puisse s'exprimer, il faut donner le droit à l'erreur. Donner le droit à l'erreur, c'est très facile en théorie. Hein. C'est rare qu'un manager vous dise « bon, je préviens, vous n'avez pas le droit à l'erreur ». C'est assez rare que les gens soient intelligents, ils ne disent pas ça. Donc le droit à l'erreur, vous allez le voir au moment où il y a une erreur.
Comment on traite l'erreur. Ouais, c'est un peu comme la confiance. Hein. C'est rare que les gens vous disent bon, je vous préviens, on n'est pas en confiance, et puis après on va voir. Mais c'est pas un permis à point qui parle de zéro. C'est-à-dire qu'en général, il y a un truc qui est plutôt. Enfin, les gens sont dans le discours. Le point, c'est pas le discours. Le point, c'est le jour où on a fait une erreur, comment on a traité l'erreur. Parce qu'il y aura toujours une erreur. Comment elle a été traitée. Et c'est là que vous allez vous construire une culture d'authenticité. Moi, comment j'ai travaillé, et encore une fois, c'est qu'un exemple, hein, comment j'ai travaillé cette question d'altimètre décalé avec ma collaboratrice, c'est parce qu'elle avait fait une erreur chez un client. Et elle planquait l'erreur, elle accusait le client d'avoir fait l'erreur qu'elle-même avait fait. Enfin, elle tournait, elle voyait autour du pot, parce qu'elle ne voulait surtout pas que l'image idéalisée qu'elle avait d'elle-même et qu'elle voulait absolument que j'ai d'elle s'effrite. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que si ça s'effritait, déjà, ça ne lui faisait pas plaisir, mais ça, c'était pas très grave. Mais surtout, qu'elle allait être exclue du système. Et là, c'était pas facile, parce que moi, j'étais hyper énervé hein, de l'erreur qu'elle avait faite. J'étais hyper énervé, donc je devais... Vous voyez, quand on parle de manager de manière authentique, je ne pouvais pas être complètement authentique. Si j'étais complètement authentique, je disais, mais c'est débile ce que tu as fait. Vous voyez, j'avais envie de dire un peu comme ça. Sauf que c'était pas intelligent de faire ça. Donc, il fallait que je réfléchisse. Vous voyez, la spontanéité, c'était ça. L'authenticité, c'était un peu autre chose. C'était quelque chose d'un peu plus fin. Et il fallait grosso modo, je lui dis bon, franchement, tu as fait une connerie, et franchement, on est tous dans la merde avec la connerie que tu as faite, et en plus, c'est pas toi qui vas la récupérer, c'est quelqu'un d'autre, ben voilà, c'est pas grave, moi aussi j'en fais tous les jours, t'en feras d'autres, c'est pas grave, ça change rien. Et j'ai fait très attention à ce que dans la manière dont elle était assignée sur des missions, enfin dans la manière dont on travaillait ensemble, il n'y ait rien de changé. Vous voyez, pour que la paranoïa un peu naturelle de je vois bien qu'il me traite différemment maintenant que nanana, cette paranoïa naturelle qu'elle ne pouvait qu'avoir, ne trouve pas d'éléments factuels sur lesquels s'accrocher. Parce que c'est là que se donne le droit à l'erreur. C'est quand il y a une erreur. Et regardez dans les organisations, c'est assez rare qu'on vous dise bon, on est dans une organisation, les gens n'ont pas le droit à l'erreur. C'est assez rare qu'on vous dise ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand il y a une erreur. Parce qu'il y en a toujours. Comment les gens sont traités? Est-ce qu'on traite l'erreur ou est-ce qu'on traite la personne déjà? Vous avez vu ces organisations, je sais que c'est pas comme ça chez vous, vous avez vu ces organisations dans lesquelles on ne sait même plus quelle est l'erreur qui a été faite, on ne sait même pas quel enseignement on a tiré de l'erreur, par contre on a bien compris qui a fait l'erreur. Hein. Et d'ailleurs c'est celui qu'on monte du doigt, donc est-ce que pas de ça. Hein, voilà. Deuxième élément, si vous voulez favoriser l'authenticité autour de vous, si vous voulez favoriser l'authenticité chez vos collaborateurs, deuxième élément, très facile, est-ce qu'on a le droit d'être en désaccord? Alors, ils disent bien en désaccord constructif. En France, on sait bien être en désaccord. Hein. C'est en général, les gens, ils n'ont pas écouté la fin de votre phrase, déjà, ils ne sont pas d'accord. Donc, ne serait-ce qu'en fonction de qui parle. Donc, désaccord constructif. Est-ce qu'il peut y avoir de la controverse? Je reprends mon exemple du comité de direction. Un bon comité de direction, c'est un comité de direction dans lequel il n'y a pas de controverse. S'il n'y a pas de controverse et que tout le monde attend que le grand chef donne le là pour dire, pour sonner dans le même, avec la même tonalité, il n'y a juste pas de controverse. Donc il n'y a pas de pensée. S'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de pensée. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas cette authenticité réfléchie, il n'y a pas de singularité. Il y a juste des clones. C'est l'armée des clones. Star Wars. Donc, deux éléments très simples. Voilà. Comment vous réagissez quand on est en désaccord avec vous? Là encore, c'est toujours pareil. C'est rare que les gens vous disent « Ah, moi, je suis un gros dictateur. Le premier qui est en désaccord avec moi, ça va mal se passer. » Vous voyez, les gens ont pas cette image d'eux-mêmes. Donc, ce ne sont pas les propos là qui comptent, ce sont les faits. Toujours pareil. Dans cet exemple que je donnais hier là, avec le médecin du travail dont je parlais, j'étais en désaccord avec lui. J'étais hyper délicat. Je lui ai dit, bon, je vais être en désaccord avec vous là, par rapport à un truc, machin. Et lui, comme c'est un gars très moderne, quoi, comme ça, il dit, ah non, il n'y a pas de problème, moi j'adore qu'on me challenge, moi j'aime bien les idées, machin. Quand les gens vous disent ça, vous voyez, c'est comme quand tu dis, je vous préviens, je suis honnête. Pour vérifier, c'est faut vous méfier. Bon, alors là, et donc je dis mon point, je fais gaffe à la manière dont je le dis, et il était super en colère. Il me dit non mais vous pouvez pas dire ça, et vous dites que nanana. Je disais bah déjà je ne me reconnais pas dans ce que vous venez de dire que j'ai dit, mais bon, ok, continuez. Alors, déjà il travestissait ma pensée en l'espace de 4 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'avait aucune aptitude à supporter le désaccord. Pourquoi il n'avait aucune aptitude à supporter le désaccord? Parce qu'il avait l'impression que le désaccord le remettait en cause personnellement. Qu'on a tous comme réflexe. On a tous comme réflexe. Donc si on veut, vous voyez, autoriser le désaccord, il faut vraiment toujours monitorer, toujours repérer ça, cette tendance qu'on va tous avoir, parce qu'on est un peu notre travail, et surtout en France,
C'est un peu la logique de l'honneur, donc on est notre travail. Donc on va avoir toujours l'impression, quand on critique notre travail, quand on est en désaccord avec nous, c'est nous, en tant que personne, qui sommes attaqués. Il faut pouvoir déconstruire ça. Alors, j'en finirai par là. Le management authentique, vous avez 5 composantes. Première composante, pour laquelle je suis très très attaché, je suis toujours sur, voilà, si vous en tant que manager ou votre manager ne s'intéresse pas foncièrement, sincèrement à ses collaborateurs, tout le reste ne va pas marcher. Alors là, le problème de ça, c'est que malheureusement, c'est très répandu, quoi. C'est très répandu, c'est-à-dire que j'imagine qu'un comptable, ça va aimer les chiffres, j'imagine qu'un commercial, ça va aimer vendre des trucs, j'imagine que, je sais pas moi, chacun dans son métier va aimer la matière à l'origine de son métier. Bah, quand vous faites du management, la matière à l'origine de votre métier, c'est quoi ? Ce sont les gens, quoi. Donc si les gens ne vous intéressent pas, si les gens vous fatiguent, si les gens vous déplaisent, si les gens ce qui peut se comprendre, à ce moment-là, il ne faut pas faire un métier dans lequel votre valeur ajoutée sera mesurée à l'aune de ce que vous serez capable de faire avec ces gens. Tout le reste, c'est que de la compétence, tout le reste, ça s'acquiert, c'est pas très grave. Là, ce qui est plus difficile à acquérir, c'est est-ce que les gens m'intéressent ? C'est compliqué de se dire ça, parce que je peux vous dire que moi, dans le secret du cabinet de coaching, dans le secret comme ça d'échange, j'ai parfois des managers, des dirigeants, des postes très élevés qui vous disent « Bon, je suis là parce que j'étais bon expert, je suis là parce que mon chef m'a choisi, je suis là parce que j'ai fait telle école, je suis là... » Voilà, et qu'il y a une espèce de truc où ils n'ont pas pris le temps de se poser la question de leurs aspirations, et dans leurs aspirations, il n'y avait pas ce coltiner les problèmes des uns des autres, les écouter, jacasser, machin, les reconnaître. Voilà, il n'y avait pas ça. Le problème, c'est qu'on ne choisit pas forcément les collaborateurs qu'on manage. Bien sûr. Au-delà d'aimer les gens, il y a... Ouais. On peut aimer les gens, mais pas tous. Voilà. Vous avez raison, vous avez raison. Je suis complètement d'accord avec vous. Là, j'étais déjà dans les grandes masses. J'étais dans les grandes masses en disant, bon, déjà... Les grandes masses, hein. Mais vous avez raison. Parfois, il y a une grande masse, et c'est celle dont vous pouvez vous occuper, et vous aimeriez bien avoir l'équipe de la personne d'à côté, mais elle ne veut pas vous la donner. Et effectivement, vous avez raison. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est compliqué. Moi, j'avais pour vous faire rire, quand je faisais ma supervision de psy, parfois j'avais du mal avec les patients, parce que parfois vous êtes soignant, quoi, et puis vous avez des patients qui ne vous aiment pas, quoi. Enfin, c'est chiant, parce que vous voyez très régulièrement. Et votre boulot, c'est quand même, désigné, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, votre boulot, c'est quand même de représenter. Et alors, parfois j'en parlais à ma superviseuse, je lui disais, bon, est-ce que, franchement, là, il va mieux, vous voyez? Et alors, ma superviseuse qui était maligne, c'était ça le problème, et qui me disait toujours, vous le voyez combien de fois par semaine? Alors, moi, je mentais, je disais, oh, une fois, c'était tous les 15 jours. Une fois par semaine, c'est, voyez-le 2 fois par semaine. Et ce qu'elle me disait, je crois, quand elle me disait ça, c'est qu'elle me disait, vous ne vous intéressez pas vraiment à lui. Et je pense qu'elle avait raison. Enfin, après, c'est un peu idéaliste comme vision de voir les comme vision, mais enfin, voilà, c'est pour un petit regard un peu décalé, hein, c'est pas votre métier, je ne dis pas que c'est votre métier, mais c'était pour dire qu'au fond, celui qui nous crée une réaction un peu urticante comme ça, c'est au fond celui auquel on ne prête pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire quand on rentre un peu dedans, quand on rentre un peu dans la profondeur, à ce moment-là, on trouve un peu plus intéressant. C'est quand on regarde de loin qu'on voit que la couleur globale, qui ressemble à une autre couleur globale et qui nous plaît un peu moins. C'était ça qu'elle me disait. Bon, je pense que ça, c'était la théorie. Que je continue à voir la personne tous les 15 jours. Mais voilà. Alors, ça je l'ai déjà dit, hein, un point qui était très important, hein, ça va être la capacité, vous voyez, le manager authentique, ça va être vraiment la capacité à être à la fois dans une pensée qui vous est propre et à la fois rester inséré dans le collectif. Ce que vous disiez avec l'humour tout à l'heure, hein, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas être juste le village gaulois, vous voyez, ça ne marche pas parce que vous êtes le village gaulois, il y a d'autres villages gaulois, à un moment donné, il n'y a plus d'entreprise. Donc, c'est comment je suis le village gaulois, parce qu'il faut être le village gaulois, mais je fais partie d'un ensemble plus large. Alors, notion que j'aime beaucoup, courage managérial. Alors bon, ça, on va toujours être d'accord, hein, personne ne va dire « Ah non, le manager doit être lâche hein, », ça c'est sûr. Le point, c'est plutôt à quelles conditions peut-on parler de courage managérial? Dans quel type de situation voit-on qu'il y a du courage managérial? Premier type de situation, la capacité qu'a votre manager, vous voyez, je vous présente tout ça, hein,
pour que vous encouragiez votre manager à être davantage authentique si c'était nécessaire, ou pour que vous-même en tant que manager, si c'est votre cas, vous puissiez voilà, progresser, ou que si vous avez envie d'un jour devenir manager, vous vous disiez au fond, le manager aujourd'hui, le manager demain, c'est quand même, si on est à peu près efficace, plutôt ça qu'il doit faire. Notion de feedback, très important. C'est facile de rien dire. C'est facile de dire ouais, tout va bien. C'est plus difficile de dire voilà en quoi tout va bien précisément et voilà ce qui va moins bien de mon point de vue, de ma conviction, là aussi précisément. Être capable de reconnaître ses torts. Le nombre de managers qui, parce qu'ils sont devenus managers, sont devenus des gens qui sont absolument parfaits, qui font aucune erreur et qui veulent que les autres fassent des erreurs, ça va être évidemment un peu compliqué. Le manager doit être capable de remise en question. Le manager authentique, par définition, il va faire des erreurs. C'est pas parce qu'il est devenu manager qu'il ne fait plus d'erreurs. Donc, est-ce qu'il est capable de les reconnaître ou est-ce qu'il envoie des injonctions paradoxales? Vous avez le droit de faire des erreurs, mais moi, j'en fais jamais. Ça s'appelle une injonction paradoxale. Recadrer le comportement toxique, très important. Ça va être un bon axe de... En général, on les connaît, les comportements toxiques. En général, il n'y a pas de problème, parce qu'on les repère assez bien, ils produisent la toxicité. Donc c'est simple, c'est-à-dire qu'ils dégradent soit la santé, soit l'efficacité, soit les deux autour d'eux. En général, on les connaît. La question, c'est est-ce que quelqu'un va appuyer sur le bouton pour dire ça? Alors, en général, il y a plus grand monde. Quand il faut jacasser à la machine à café, sur, ah, t'as vu, machin, il a encore fait ça, ah ouais, c'est dégueulasse, il fait toujours ça, ah là là là. Ça, on sait faire, vous voyez, on râle. Celui qui va appuyer sur le bouton et dire non, machin, c'est pas acceptable, et je vais dire à qui il faut que c'est pas acceptable, là, vous avez plus grand monde en porte. Bon, ça, je passe, c'est pas très intéressant à ce stade. Exemplarité, ça c'est hyper important. Exemplarité, c'est grosso modo, si vous êtes en charge de manager des gens, vous êtes en charge de les faire grandir, vous êtes en charge de les faire évoluer. Règle de base. Est-ce que vos équipes vous perçoivent comme quelqu'un qui évolue? Ou est-ce qu'ils vous perçoivent comme quelqu'un qui est arrivé, puisque vous êtes manager, à un niveau auquel vous n'avez plus besoin d'évoluer? Là encore, injonction paradoxale. Alors, vous voulez savoir si votre manager est authentique? Voilà les critères. Mon critère préféré, c'est le dernier. Les gens qui vous déçoivent, il n'y a pas besoin d'être manager pour ça. Les gens qui vous déçoivent sont les gens qui ont survendu. Vous savez? C'est-à-dire que vous aviez ça comme idée d'eux. En général, ils vous ont aidé à avoir ça comme idée. Puis finalement, vous dites, ouais, ça s'appelle un dol. Vous voyez? C'est-à-dire que le truc est moins bien que ce qui était écrit sur la boîte. D'accord? Déception. C'est un bon marqueur du manque d'authenticité. Les gens qui vous déçoivent. Il y a des gens qui savent vous décevoir continuellement. C'est vrai, hein, ça, c'est les gens. Bon. Normalement, quelqu'un qui est authentique, il ne doit pas vous décevoir. C'est-à-dire que le bonhomme à l'arrivée et le bonhomme au départ, c'est à peu près la même chose, quoi. Avec les qualités et les défauts, c'est à peu près la même chose. Alors, il ne doit pas trop vous surprendre. Il peut vous surprendre par ce qu'il fait, mais il ne peut pas vous surprendre par ce qu'il est. Vous ne devez pas être surpris. Si vous êtes surpris négativement, déçu, c'est-à-dire surpris négativement, bah, ça veut dire qu'on vous a un peu survendu le machin. Alors, ça peut être vous qui vous êtes illusionné. Mais si vous êtes plusieurs à vous illusionner, bon, soit vous avez tous un défaut de vision, soit c'est qu'à un moment donné, la personne qui vous a tous illusionné vous a baratiné. Ok? Alors pour finir, pardon, non, Non, j'enverrai un mail à Magali. Oui, magali.menos@madpower.com 0607. Alors, dernier point, il ne faut pas toujours être authentique. Vous avez vu, hein, je vous présente une vision un peu subtile, un peu complexe, j'espère, et à la fois opérationnelle de ce sujet. Il ne faut pas toujours être authentique. Alors, vous avez des gens à qui il ne faut surtout pas montrer votre faiblesse. Ils vont l'utiliser contre vous. Vous ne pouvez pas être authentique sans montrer votre faiblesse, à moins que vous soyez un surhomme. Si vous êtes un humain normal, vous avez des faiblesses. Si vous êtes authentique, vous allez montrer vos faiblesses. Vous me suivez? Si vous montrez vos faiblesses à certaines personnes, vous les utilisez contre vous. Alors là, manque de peau, il n'y a pas 50 solutions, il faut le faire une fois et avoir bonne mémoire. C'est assez simple. Vous avez un petit bouquin que je vous recommande d'ailleurs, qui est super drôle, qui se lit dans le métro, très facile. Ça s'appelle Objectif Zéro Salcon. C'est pas moi qui dis les gros mots, hein, c'est le titre. Objectif Zéro Salcon, c'est un type qui est prof à Stanford qui s'appelle Robert Sutton, S-U-T-O-N.
très facile à lire, très marrant, et il raconte les personnalités qui font que quand vous discutez avec eux, vous vous sentez toujours moins bien après qu'avant. Il y a une espèce de truc, c'est un peu magique, vous voyez, c'est un peu magique. Vous ne savez pas très bien le décrire, mais vous allez moins bien après qu'avant, ça vous savez le décrire. Donc là, c'est pas la peine d'être authentique. Suivez, vous allez avoir des problèmes. Vous avez des cultures d'organisation, donc je redis ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des cultures, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est pas le moment de dire ah, je sais pas, j'hésite, je vais voir, machin, je vais tenter le coup. Vous voyez, c'est pas le moment. Parfois, c'est vous qui vous donnez pas le droit à l'erreur. Parfois, vous imaginez, c'est pas une projection, vous imaginez que les autres ne vous donnent pas le droit à l'erreur, et vous confondez la névrose de l'environnement et la vôtre. Gardez votre névrose. Peut-être que c'est vous qui ne vous donnez pas le droit à l'erreur, et que personne ne vous empêche de faire des erreurs. Il y a des moments dans la carrière, vous êtes un jeune collaborateur et vous n'allez peut-être pas lever la loi toutes les 5 minutes en disant mais j'ai peur que vous soyez trompé, en fait j'ai peur d'être un imposteur, j'ai peur de vous voler de l'argent tous les mois et que vous ayez fait une erreur de recrutement. Vous voyez, c'est ça que vous ressentez à l'intérieur, syndrome de l'imposteur, c'est pas toujours très malin d'aller le dire. Ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Vous voyez, les gens vont peut-être dire mais non, ça t'inquiète pas, t'es génial. Enfin, vous allez peut-être leur jeter un peu le doute quand même. Donc c'est pas très malin. Gérez vos doutes tout seul. Et puis, dernier point, le manque d'alignement entre le rôle et la personne. Mauvaise nouvelle du jour, il y a toujours un manque d'alignement. Ce que vous êtes et ce que vous avez à faire professionnellement, c'est jamais exactement pareil. Ça peut être salarié d'une entreprise. Enfin, même quand vous êtes entrepreneur, vous avez le même problème. Peut-être que vous n'aimez pas parler d'argent, bah si, il faut que vous discutiez avec le fournisseur. Vous n'aimez pas faire des reproches aux gens, bah, manque de peau, vous êtes manager, vous n'aimez pas, etc., etc. Donc il y a toujours un décalage entre ce que vous êtes, vos aspirations, et ce que vous avez à faire. C'est normal, vous voyez, il y a toujours ce décalage-là. Donc il y a des fois où vous allez mettre ce que vous êtes un petit peu en, comment dirais-je, en fond de cours. Vous voyez, vous êtes commercial, je ne sais pas s'il y a des commerciaux parmi vous, vous êtes commercial, votre job, vous pouvez le faire avec l'émotion positive qui est la vôtre. Si vous ne ressentez aucune émotion positive, enfin, vous n'affichez aucune émotion positive, vous n'allez pas vendre. Parfois, vous ne ressentez pas du tout l'émotion positive à l'intérieur. Vous ne pouvez pas appeler votre client en disant bon, je suis super triste aujourd'hui, mais j'espère que vous allez me remonter le moral en m'achetant quelque chose. Ça ne va pas marcher. Donc vous allez appeler le client et vous allez sourire, même si à l'intérieur vous ne souriez pas du tout. Okay. Donc, 2 questions pour prendre du recul. Quel est mon rôle professionnel? Voilà. Quel est mon rôle? Ça change en permanence. Activez votre pensée. Voilà. Qu'est-ce que je pense que j'ai à faire là, dans cette complexité-là? Quel est mon rôle selon moi? Deuxième question, soyez pas esclave du court terme, on est toujours drivé par le court terme, c'est normal, c'est le caillou dans la chaussure, c'est ça qui nous fait mal. Et sinon, toujours d'avoir un cran d'avance, sinon toujours on est bien, mais globalement, voilà, à long terme, qu'est-ce qui est important pour moi? Quand vous avez quelqu'un, je reboucle avec le début de l'intervention, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ah, toi qui adore me rendre service, que ce soir tu pourrais faire mon dossier à ma place, bon, qu'est-ce qui sera important pour vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que ce ne sera pas que vous ayez vu vos gamins ou que vous ayez vu votre famille, plutôt que voilà, vous ayez affronté le truc un peu difficile de dire non à quelqu'un, vous n'allez pas dire non. Qu'est-ce qui est important pour vous à long terme? Peut-être qu'à court terme, c'est d'éviter le fait de dire non. Peut-être qu'à moyen terme ou à long terme, ce qui est important, c'est que vous y étiez avec vos proches plutôt que d'être à votre boulot. Ok? Bon. Eh bien, je vous propose, on échange. C'est marqué sur le slide. Moi, c'est pas vraiment une question, mais quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on parle de l'authenticité de l'individu dans un environnement professionnel ou personnel. On parle de l'authenticité d'un manager, mais qu'est-ce que l'authenticité d'une organisation au sens entreprise? Est-ce qu'elle doit être incarnée à un moment donné, soit par l'ensemble de personnes plus ou moins authentiques, C'est très par une personne qui doit incarner pour tous? Ah, c'est super intéressant. Qu'elle veut représenter. Et moi, je... une question, je n'ai pas la réponse. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais c'est ça que je trouve individu, c'est de se dire, bon, quand bien même on sache à peu près définir notre authenticité et la gérer dans une relation manager-manager, etc., c'est comment je dois fonctionner de manière authentique dans une entreprise qui
Je ne sais même pas si une entreprise peut être véritablement authentique. Ouais, j'avoue que moi j'aurais spontanément, Une je sais pas. petite structure peut-être, Ouais. et c'est ce que recherchent les jeunes générations, une entreprise qui me ressemble, donc qui est authentique comme moi. Famille. Mais quand on arrive dans une grosse organisation, est-ce que l'entreprise peut être authentique? Ah, je suis d'accord. Moi, j'aurais une réponse un peu pessimiste à la question. Je dirais que l'authenticité, elle va être liée à des petits groupes. Elle va être liée à des petits groupes de personnes qui vont plutôt pouvoir se choisir, justement, qui vont plutôt partager une espèce d'affinité comme ça, et qu'à un moment, il y a un effet de taille. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus choisir les gens. Il y a un moment où ils vont s'agréger pour des raisons différentes au même objet. Donc, peut-être juste le bémol que je mettrais, c'est que je dirais que ça dépend beaucoup de la personnalité des dirigeants. Vous avez des structures dans lesquelles vous avez des dirigeants visionnaires, vous avez des dirigeants qui incarnent un vrai truc, vous voyez, vous avez des dirigeants qui ont une espèce de préoccupation du bien commun, vous voyez, vous avez des structures dans lesquelles vous avez ça. C'est pas forcément toujours la majorité, mais enfin, ça existe. Et puis vous avez des structures, vous avez des dirigeants, qu'on a vu en presse, pas loin d'ici, qui sont très centrés sur leur bien personnel, voire leur bien pécunier personnel. Bon, voilà, ça devient un peu compliqué d'incarner quelque chose d'autre que son propre plaisir. Donc moi j'aurais cette réponse-là, de dire qu'il y a un effet de taille, une petite taille d'une part, et d'autre part c'est lié à ce que porte le dirigeant, à ce qu'incarne le dirigeant. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est essentiel que les dirigeants soient en ligne avec la stratégie, avec ce qu'ils veulent passer comme message, et que si le message qui est passé n'est pas authentique par rapport à cette stratégie, obligatoirement il y aura un décalage entre ce que l'organisation dans son ensemble fait au quotidien et le message et ce que les dirigeants veulent porter. Je pense que tout est là, à mon avis. Ah, je suis d'accord. Ça se voit quand on dirige. Il y a un décalage entre le quotidien des organisations, même dans un énorme groupe, parce que d'en haut, on n'a pas descendu un message uniforme avec une éthique, avec une raison d'être. Et moi, je suis assez intéressée par... Alors, c'est du droit peut-être, parce que c'est mon domaine, mais on a aujourd'hui dans le droit français la notion de raison d'être pour les entreprises, et ça contribue à ça. C'est-à-dire que s'il y a une raison d'être, c'est quelque chose qui est partagé et qui est relayé de manière cohérente et exemplaire, encore une fois, parce que je pense que l'exemplarité c'est essentiel, normalement l'authenticité devrait demeurer au niveau de l'entreprise. Alors, je suis peut-être un peu idéaliste, mais ça doit partir de ça en tout cas. Je suis complètement d'accord. Je pense que quand un dirigeant n'est pas authentique, ça s'entend. Ça s'entend. Et il n'y a pas de raison que ça soit plus authentique en dessous de lui. Et quand à l'inverse, il porte un discours qui ressemble à ce qu'il pense et dans lequel il y a une vraie portée, il a un peu plus de chances qu'il y ait un effet de sédimentation positive dans l'organisation. Ça, je suis complètement d'accord. Et ça s'entend. Vraiment, c'est un truc qu'on perçoit à l'oreille. Ça s'entend. Je suis d'accord. Peut-être pour ajouter, j'espère, un petit cas à l'édifice dans mes remarques et qui vont en lien et qui complètent, je dirais, parce qu'il n'y a pas des situations idéales, la situation idéale n'existe nulle part. Et finalement, on se rend compte sur ces réflexions que tout part déjà de nous-mêmes, avant tout. Dans déjà se poser des questions pour se connaître et tout, c'est pas évident. On n'est pas forcément éduqué comme ça, on n'est pas formé à l'école comme ça. Voilà, donc c'est le fruit de l'expérience qui fait qu'un jour, des fois on prend conscience, des fois on a envie, des fois on n'a pas le courage parce qu'il y a d'autres trucs en priorité, enfin bref, il y a tout ça. Et même si on est dans des grandes structures où parfois c'est pas toujours clair l'authenticité, où on n'a pas tout ce qu'on veut, si déjà chacun d'entre nous faisons un peu cette démarche, de cette liberté, parce que je rebondissais sur la notion de liberté sur un de vos propos, déjà d'être conscient, toute liberté, la liberté c'est avant tout choisir nos contraintes et les assumer, parce que finalement la vie c'est quand même beaucoup de contraintes, mais quand on les a choisies et qu'on les assume à titre individuel, alors c'est une force énorme, et je dirais presque, peu importe si le discours général n'est pas si authentique que ça. Tant mieux s'il l'est. Et là, c'est juste génial et c'est la puissance du coup de l'entreprise. Mais c'est moins grave si nous-mêmes, on est bien dans cette, dans cet élément-là, me semble-t-il.
c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Exactement. Et pourquoi? Voilà. C'est pas casser le moral. Non, juste pour finir, pour moi, 2-3 fois vous avez dit le risque. Le risque, c'est qu'effectivement, si je me pose cette question, le risque, c'est la question de... Et c'est pas un risque, c'est une immense chance personnelle. Oui, il y avait une part d'ironie dans mon propos. Ouais, Là, c'est il y a une un immense chance. Eh Souvent, bien, le risque, c'est que ça marche. Ah oui, Exactement. C'est ça mon point. Exactement, c'est tout à fait ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.